Il y a quelques années, le Grand Orient de France, héritier de l'esprit des Lumières, dont l'objectif est d'améliorer l'homme et la société, a décidé de sortir de ses temples pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, afin d'organiser des espaces de dialogue, d'échange, de culture, en lançant les universités maçonniques républicaines. En effet, avec l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux, nos concitoyens n'ont jamais été autant connectés, développant ainsi un nombre impressionnant d'amis virtuels. Ceci étant, ils n'ont sans doute jamais été aussi seuls et leur communication sociale s'est réduite au minimum. D'où la volonté du Grand Orient de France de leur permettre de s'exprimer, d'échanger, débattre, redécouvrir les valeurs qui fondent notre République, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, sans omettre l'importance fondamentale que nous attachons à la laïcité. Lorsque notre conseiller de l'ordre nous a proposé d'organiser cette journée sur Clermont-Lérault, le thème générique étant la déportation, crime contre l'humanité, nous avons tout de suite pensé au Qatar, au Camisard, à l'esclavage, à certains conflits majeurs et autres déportations. Puis, nous nous sommes ravisés. Nous avons envisagé un thème plus proche de nous, qui sont en phase avec la thématique globale, car notre région a été le théâtre de nombreuses actions de résistance. Le maquis de Biraken y a été particulièrement investi. Bon nombre d'entre nous ont un parent proche ou éloigné qui était engagé dans la résistance. Ici, à Clermont-Lérault, personne n'a oublié le visage tutélaire de M. René Gosse, né dans la cité, universitaire, mathématicien, grand résistant, qui a vécu les deux guerres et fut lâchement assassiné en 1943 à Grenoble. Alors me direz-vous, pourquoi Laurent Moulin? Je vous répondrai, pourquoi pas. Son engagement nous est apparu en parfaite cohérence avec la thématique de cette université. La vie de Laurent Moulin, grande résistante, femme discrète et peu connue, cette vie écrite par M. Ravineau méritait qu'on s'y intéresse. Aussi, le rend hommage est rapidement apparu un chef de cœur qui s'est imposé. Et enfin, nous avons eu de pensée pour Antoine Moulin, enseignant à Béziers, républicain convaincu, père de Laure et de Jean Moulin, qui fut aussi un membre éminent de notre obéissance. C'est pourquoi, avec l'aide de nos conseillers de l'ordre, du Congrès régional, du Grand Orient de France et de quelques amis, les membres du cercle philosophique de Jules Verne se sont engagés dans cette aventure afin de proposer un moment de fraternité, de réflexion et d'échange. Si cet après-midi, nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir notre grand maître et ses accompagnants dans la superbe village de Ville-de-Metz et dans nos locaux, ce soir, la rencontre est organisée en 3 temps. Après la conférence de M. Ravineau, suivra un moment d'échange et de témoignage avec la salle, puis notre grand maître Georges Sérignac clôturera cette université, et enfin, nous partagerons le verre de l'amitié, ce qui nous permettra de faire de plus en plus connaissance, et pour ceux qui le souhaitent, rencontrer M. Ravineau et éventuellement faire dédicacer son livre. Je vous remercie de votre attention. M. Ravineau, bonsoir. Merci M. Baduc, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, et d'abord bonsoir évidemment. Merci également à la mairie de Clermont-Lérault pour son accueil, et évidemment merci au Grand Orient de France pour son invitation. Je suis particulièrement honoré de vous présenter le destin méconnu, injustement méconnu de Laurent Moulin. Laurent Moulin qui avait des attaches familiales proches d'ici, on va le voir. Alors pour commencer, pourquoi Laurent Moulin? Très brièvement, j'ai été amené à participer à la création d'un musée Jean Moulin dans le village de Saint-Andiol, qui est près d'Avignon. Et en tant que pilote du projet, j'ai donc plongé dans des archives, dans des documents, pour mettre en scène, pour restituer la vie de Jean Moulin dans son village familial. Et là, je me suis rendu compte que dans ces papiers, dans ces documents, et aussi dans des témoignages, il y avait une femme qui avait énormément compté dans sa vie, et qui était pourtant totalement oubliée. Et cette femme, c'est Laurent Moulin, sa grande sœur. Et en continuant mes recherches, j'ai constaté que non seulement cette femme avait un destin intéressant en lui-même, en tant que femme libre, indépendante, d'avant-garde, on peut dire,
mais j'ai constaté aussi que sans elle, peut-être que Jean Moulin ne serait pas devenu le héros que l'on connaît. Alors, je vais vous l'expliquer, vous présenter les grandes étapes de sa vie. Évidemment, je ne pourrais pas tout dire, mais je pense que vous aurez un bon aperçu de l'existence, de la vie de cette femme que vous voyez posée ici à côté de son frère et qui a une ressemblance totalement frappante. Alors, Laure Moulin, d'abord, il faut préciser que c'est une républicaine et une ardente provençale, une pure méridionale qui aimait sa région, mais plus encore son pays et sa patrie. Alors, elle est issue d'un milieu aussi très républicain. Depuis 1792, les Moulins sont au service de la République. Et là, on la voit, elle est née le 3 décembre 1892. Quelques mois après sa naissance, elle pose à côté de son père, Antoine-Émile Moulin, et sa mère, Blanche Moulin. Son père est attaché à la République, c'est un combattant même de la République. Il est professeur, il a commencé à enseigner l'histoire-géographie à Bédarieux, d'ailleurs, avant d'être muté à Béziers. Et il va militer, comme l'avaient fait son père et son grand-père, au service de la République. Et cet engagement va prendre plusieurs formes. Évidemment, il a, en tant qu'élu radical socialiste, en tant que militant de ce parti qui à l'époque était extrêmement fort, il va s'engager en faveur de diverses causes, de diverses lois. Il va aussi défendre le capitaine Dreyfus. Il va être un des premiers à prendre position en faveur de l'innocence du capitaine Dreyfus. Il va également militer pour la séparation des églises et de l'État, et il va être un des adversaires les plus résolus dans le Sud, puisqu'il était à Béziers et Bédarieux, du boulangisme, cette tentation autoritariste et militariste qui a fait un temps vaciller la République. Et en fait, très vite, Antoine-Émile Moulin devient un notable à Béziers, et ses engagements au service de la République vont lui valoir d'être intronisé, d'être initié plutôt à la franc-maçonnerie. Et pour l'occasion, je vais pouvoir citer l'extrait d'un texte, écrit par l'un de ses parents. Et tout de suite, on va comprendre où on se situe. Depuis 22 ans que M. Moulin habite notre ville, il lutte par la parole et la plume avec un talent égal pour l'affermissement progressif et ininterrompu d'une république vraiment démocratique et surtout anticléricale. En un mot, M. Moulin est un vaillant parmi les vaillants. Son vif amour pour la République n'a d'égal que son aversion profonde pour le cléricalisme. Et de fait, il écrit dans la presse, il publie des livres. C'est également un poète, un intellectuel brillant qui n'a qu'une seule volonté, c'est servir la collectivité. Et c'est pour cette raison, Laure l'explique dans ses souvenirs, que chez eux, c'était un défilé incessant de solliciteurs, de personnes qui réclamaient un appui, une aide, un petit coup de pouce vis-à-vis de l'administration, un soutien qui pouvait souvent faire défaut à des personnes isolées ou dans une grande précarité. Et Antonin Moulin répondait toujours présent. Et ça, cette attitude-là a profondément marqué ses enfants, sa fille Laure et son fils Jean. Mais il avait aussi un fils aîné qui s'appelait Joseph, et qu'on voit ici, entouré de ses cousines, et Laure est ici. Un fils aîné, Joseph, qui est tombé très gravement malade en 1907, il a 17 ans, il est étudiant en droit, et il porte tous les espoirs d'ascension sociale de sa famille. Mais en 1907, il est frappé d'une crise de péritonite, et il va perdre la vie en quelques semaines. Et ce spectacle va, là encore, profondément marquer la famille, mais aussi Laure Moulin. Et contrairement à son petit frère, qui lui est né en 1899, à ce moment-là, il a 7 ans et demi, 8 ans, pendant la période où son grand frère agonise. Jean, le petit Jean, comme il est fragile, on l'envoie chez sa grand-mère à Saint-Andiol. Mais Laure Moulin, elle, reste sur place et elle assiste à ce drame. Elle voit son grand frère si vif, si pétillant de vie, s'éteindre à petit feu, et ce drame marque profondément la famille. Et il va remodeler aussi les rôles de chacun,
puisque désormais Laure Moulin est l'aînée, et elle va veiller sur son petit frère. Et son petit frère, Jean, est devenu celui désormais sur lequel reposent les espoirs de l'ascension du petit garçon, du seul garçon de la famille. Alors si Antoine-Émile Moulin et son épouse Blanche ne font pas de distinction dans le traitement accordé à leurs enfants, qu'il s'agisse de Laure ou de Jean, à l'époque, malgré tout, il y a certaines limites sociales, sociétales qui font qu'il y a plus d'attentes portées sur un garçon que sur une fille. Mais ça n'empêchera pas Laure de faire de brillantes études, on va le voir. Alors Laure couvre son frère, elle le protège parce que son père attend beaucoup de lui. Il exige qu'il travaille bien à l'école, et à partir de ce moment-là, Jean périclite au niveau de ses résultats scolaires. Il n'a pas envie d'obéir à son père. Déjà à l'époque, il fait une forme de résistance. Et sa sœur Laure, si elle a l'air de se ranger à la vie paternelle, elle est complice de son petit frère et elle encourage ses passions. Elle va par exemple lui envoyer, alors qu'elle séjourne en Angleterre, une carte postale qui va inspirer quelques-uns des dessins que réalise son petit frère. Parce que la passion de son petit frère, c'est le dessin. Elle dit, la seule chose qui l'intéressa vraiment, c'est le dessin. Et ça, son père le voit d'un très mauvais œil. Antoine-Émile Moulin, en 1915, donc, 15-1916, voit son fils, le petit dernier, en passe d'embrasser une carrière d'artiste. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Et pour lui, c'est inacceptable. Au même moment, Laure, elle, suit de brillantes études d'anglais à la faculté de Montpellier, ce qui était très rare à l'époque. Il faut préciser qu'elle fait partie des 400 bachelières de 1913 et qu'il y avait extrêmement peu de jeunes femmes qui faisaient des études universitaires. Et elle en fait partie. Ces études-là étaient évidemment payées par sa famille, qui s'acquittait du prix d'un logement également à Montpellier. Et Laure reste très très proche de son frère, y compris, et plus encore quand il vient la rejoindre à Montpellier, puisque lui, en 1917, il a eu le baccalauréat, et il vient faire des études de droit également dans la ville universitaire. Et là, ils partagent un logement, et puis ils font ce que faisaient déjà les étudiants à l'époque, c'est-à-dire qu'ils s'amusent plus Jean que Laure. Jean rit beaucoup avec ses amis, il sort, enfin, vie estudiantine totale. Et Laure est encore une fois complice de ça, puisque leur père envoie de l'argent pour les alimenter, pour qu'ils aient moyen de vivre, mais il en envoie un petit peu plus parce que Jean est du genre dépensier et fêtard, contrairement à sa sœur qui, elle, est des plus sérieuses. Alors, la famille a pu surmonter cette tragédie familiale de la perte de Joseph Moulin, pardon. Et Laure a pu suivre les pas de son père. Et elle est devenue professeure d'anglais, de lettres, à Montpellier, à Béziers pour commencer, pardon. Et on voit ici un extrait de ses archives professionnelles, que j'ai pu consulter, qui la nomme le 2 octobre 1918 dans le lycée de jeunes filles de Béziers. Alors pour elle, c'est au-delà d'un simple métier, c'est une vocation là encore qui consiste à servir la République. Et cette volonté-là va s'affirmer tout de suite. Elle est inspectée par des inspecteurs académiques qui, là encore, ont laissé beaucoup de traces et de documents qui nous éclairent énormément sur sa volonté, sur sa détermination et sur son sérieux. Et on voit dans les appréciations que c'est une jeune femme intelligente, pleine de volonté, douée pour son métier, qui est encore un peu hésitante. Mais l'inspecteur ne doute pas un instant qu'elle fera une excellente professeure. Et c'est en effet ce qui va advenir. Mais dans cette période-là, on est en 1918, pour son premier poste, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et Laure n'a qu'une peur, c'est que son petit frère ne soit mobilisé. Et c'est ce qui va arriver en avril 1917. Il est appelé sous les drapeaux, il n'a pas devancé l'appel, il attend d'être en âge pour le faire. Et il est d'abord affecté à Montpellier. Alors peut-être qu'il a pu bénéficier de certains appuis familiaux, puisque son père était également vice-président du Conseil général, et il était extrêmement inquiet à l'idée que son fils
partent se faire tuer dans les tranchées. Il n'en avait plus qu'un. Mais pour autant, Jean Moulin va être envoyé à Verdun, où une bataille terrible s'est tenue quelques années auparavant, et toute la famille tremble, toute la famille a peur, mais les choses étant ce qu'elles sont, Jean ne tire pas d'autres coups de feu que ceux effectués pendant ses classes, sa formation de soldats. Quand il monte en ligne, quand il arrive sur le front, ben c'est l'armistice qui, c'est en tout cas un premier cessez-le-feu, puis l'armistice qui va être demandé par l'Allemagne et ses alliés. Laure est ravie et elle va pouvoir reprendre sa vie de façon plus légère. Mais il y a un petit problème qui se présente à elle, c'est que dans cette période où on fait face à des générations décimées, sacrifiées, il y a moins de célibataires sur le marché, entre guillemets. Et elle, qui est une jeune femme plutôt séduisante, qui a des traits réguliers et qui est plutôt coquette, ne rencontre pas d'homme qui lui convienne. Et elle semble finalement se consacrer assez vite uniquement à son métier et à ses passions, ses diverses passions, j'y reviendrai. Elle se passionne pour les voyages, mais aussi, en premier lieu, pour la brillante carrière de son frère. Et son frère, qui est entré, alors qu'il était étudiant en droit, il est entré à la préfecture de l'Hérault comme attaché au cabinet du préfet. Donc c'est un premier poste très subalterne, mais dans lequel il va très vite briller, et à son retour de l'armée, il progresse dans la hiérarchie et il devient chef de cabinet adjoint au préfet de l'Hérault. Et très vite, le constat s'impose, il est clair, il va devoir quitter Béziers et Montpellier pour poursuivre sa carrière. Il ne pourra pas continuer, s'il veut devenir chef de cabinet et puis aller au-delà, il va falloir qu'il quitte sa ville tant aimée de Montpellier, puisque c'est là qu'il est venu habiter en tant qu'étudiant. Et donc, Laure va être finalement celle qui va se sacrifier pour permettre à son frère de suivre cette carrière-là. Se sacrifier pourquoi ? Parce qu'à l'époque, leurs parents sont déjà assez âgés, surtout selon les critères de l'époque, puisque selon l'espérance de vie qui était celle de 1900, des années 20, 21, 22, un homme qui avait passé les 75 ans avait peu de chances de vivre plus longtemps. Et Antonin Moulin était du genre solide, donc il vivra, mais dans l'intervalle, il fallait quelqu'un qui soit auprès d'eux pour s'occuper de ses vieux parents, Blanche et Laure Moulin, et c'est Laure qui va le faire. Laure le fait de bon cœur, d'autant qu'elle est particulièrement admirative de la trajectoire de son frère, qui va devenir, en 1922, il est nommé à la préfecture de Savoie, où il est chef du cabinet du préfet, et assez rapidement, en 1927, il va devenir sous-préfet, le plus jeune sous-préfet de France. Et ça, pour toute sa famille, c'est un immense motif de fierté. Cette famille qui se retrouve toujours, très régulièrement, à Saint-Andiol, dans le berceau familial, ou alors à Béziers, où vit toujours la famille, ou à Marseille, ou le temps de voyage dans les Alpes, où Jean Moulin travaille. Alors ici, on a une photo de la famille Moulin. Alors ici, on a Jean, et évidemment, c'est Laure qui tient l'appareil photo, on ne la voit pas. Et cet effacement est à la fois symbolique et augure de ce qui se passera par la suite, mais c'est aussi la traduction de sa passion, puisqu'elle était également passionnée par la photographie. Et elle s'est fait offrir un appareil photo par son père, et elle en a fait très bon usage, comme vous le voyez, puisque la plupart des photographies des documents familiaux sont prises par Laure elle-même, ce qui fait qu'on ne la voit pas beaucoup. Alors, elle est extrêmement proche de son frère, et on peut dire qu'elle joue un rôle qui est un peu celui d'une sorte d'assistante, de secrétaire ou de filtre, puisque Jean est sous-préfet, et puis en 1937, il est préfet, plus jeune préfet de France, et là, les sollicitations affluent. Beaucoup de gens demandent, là encore, un coup de main, demandent parfois une régularisation de leur retraite quand il y a un problème administratif divers et variés. Eh bien,
C'est l'ordre qui est sollicité, et c'est l'ordre qui fait le tri parmi les demandes, celles qui sont fondées et celles qui ne sont pas fondées, et c'est elle qui l'assiste pour ce travail assez informel, mais ô combien utile. On a une photo qui montre bien cette complicité, c'est celle qu'on a évidemment choisie pour la couverture de mon livre, qui a été prise en 1938 dans les Alpilles, ces Alpilles qui sont toutes proches de leur village familial. Et cette complicité, on la voit aussi à travers leurs engagements. Tous deux partagent un même amour de la République, on l'a dit. Jean Moulin va accéder très vite à des fonctions au sein des cabinets ministériels. Dès 1933, il est chef de cabinet de Pierre Cotte. Pierre Cotte était un jeune député radical socialiste de Savoie. Et les deux hommes sont très vite devenus amis, très proches, quasiment des frères. Et Jean étant son homme de confiance, il va devenir son premier chef de cabinet en 1933, mais plus encore en 1936, quand le Front populaire remporte les élections, Pierre Cotte devient ministre de l'Air et il choisit donc son ami Jean pour devenir chef de cabinet. Et là, Jean va prendre des fonctions qui vont annoncer également ses engagements ultérieurs, mais qui traduisent aussi certaines capacités. En 1936, la République espagnole est menacée, les troupes franquistes avancent sans cesse, mais la France s'est engagée dans la voie de la non-participation, du non-engagement. Et à l'inverse, les dictatures nazies et fascistes soutiennent à grand renfort d'armes les putschistes anti-républicains. Et c'est dans ce contexte que Léon Blum charge Pierre Cotte de faire envoyer des armes de manière clandestine, de manière secrète, aux républicains espagnols. Et la clé de voûte de ce système, ce sera Jean Moulin, qui va organiser le passage de plusieurs dizaines d'avions français en pièces détachées, qui va frayer pour le coup avec les services secrets français, espagnols, russes, anglais. Et il y a cette trajectoire souterraine qui commence et qui a une sorte de pendant local en France, puisque l'or, on peut le dire, le seconde d'une autre façon, ou en tout cas elle a un engagement en faveur de cette République espagnole très concret, un engagement de terrain qui l'a conduit dès 1936 à accueillir des réfugiés. Et au moment de la retirada, au moment où les réfugiés républicains affluent en masse, c'est-à-dire en 1938 et plus encore en 1939 dans le sud de la France, là encore, elle intervient, elle s'indigne d'abord des conditions dans lesquelles ces familles sont parquées dans des camps qu'elle visite, dans lesquels elle apporte de l'argent, elle organise des collectes avec son frère, elle apporte des vêtements, des vivres, et on voit qu'il y a Jean qui agit en coulisses, dans l'ombre, et elle, sur le terrain. Et cette dichotomie, cette complémentarité, évidemment, on va la retrouver un peu plus tard. Dans l'intervalle, leur relation reste évidemment très forte. J'ai juste repéré une petite césure en 1938, quand leur père meurt. Il meurt peu après que la famille n'ait déménagé à Montpellier. Il fallait que la famille déménage à Montpellier, puisque Laure avait eu un poste de professeur d'anglais à Montpellier, en enseignant que l'anglais, plutôt que l'anglais et les lettres, comme elle le faisait jusqu'alors. Et pour Jean, c'était pas une bonne idée de quitter une ville que son père et sa mère habitaient, la ville de Béziers, depuis près d'un demi-siècle. Et il lui a reproché ce grand chambardement qui s'est suivi malheureusement par la mort d'Antoine-Émile Moulin. Un décès qui verra converger à Saint-Andiol des voitures ministérielles, toutes sortes de personnalités de haut rang. Personne n'avait jamais vu ça à Saint-Andiol. Et Laure est évidemment particulièrement touchée, mais ce petit épisode mis à part, on peut vraiment parler de symbiose entre les deux. À tel point que quand la guerre éclate, évidemment, ils sont sur la même longueur d'onde. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne et la guerre est déclarée. Elle se méfie des ambitions du nazisme et du fascisme depuis les années 30. Ça ne l'a pas empêché de séjourner plusieurs fois en Italie. Laure Moulin était passionnée d'antiquité, passionnée d'histoire, et elle se rendait volontiers à Rome, à Florence, non sans observer les changements
introduits par le régime fasciste, qui ne sont pas si importants que ça avant 1936, puisque je le rappelle, avant 1936, il y avait encore un semblant de pluripartisme dans ce pays, encore une presse à peu près indépendante, et on va dire que ces stigmates préservés du régime d'avant confortaient l'ordre dans son idée qu'on pouvait encore aller dans ce pays. Mais en 1936, quand Mussolini se rapproche d'Hitler, là, pour elle, il n'est plus question d'y mettre les pieds. Et donc, en 1939, la guerre éclate, et une nouvelle fois, elle s'inquiète pour son petit frère. Elle est toujours professeure d'anglais à Montpellier, mais lui est préfet à Chartres, en Eure-et-Loire. Et c'est donc une grosse préfecture, une préfecture importante, proche de Paris, qui la place à proximité de possibles combats. Et donc, elle est très inquiète. Elle est d'autant plus inquiète que son frère n'a qu'une hâte, c'est combattre. Il n'a pas combattu en 1917-18, et là, il veut passer sous l'uniforme. Alors, il va multiplier les démarches, il va lutter de toutes ses forces pour être incorporé comme sergent artilleur ou sergent aviateur, mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, Georges Mandel, refuse catégoriquement, puisque Jean Moulin fait tout simplement partie de la crème de ses préfets. Et donc, il ne conçoit pas que ce brillant haut fonctionnaire soit déplacé. On pense même à lui pour un poste de direction de la sûreté. Donc, pour lui, Moulin doit rester à son poste et sûrement pas prendre le risque d'aller se faire tuer quelque part. Et ça, l'ordre ignore. Et elle s'inquiète énormément. Elle et sa mère reçoivent des lettres qui ont vocation à la rassurer. Le 12 mars 40, par exemple, Jean écrit donc à sa mère et à sa sœur. Il fait état d'un bunker sous la préfecture, enfin pas un bunker, mais un abri en béton protégé. Je ne vais pas faire d'anachronisme. Tout ça est fait pour rassurer sa famille, puisqu'en fait, j'ai vérifié, il n'y a aucun abri bétonné sous la préfecture de Chartres, ça n'existe pas. Et il reste évidemment en contact très proche. Laure, toujours inquiète. C'est la drôle de guerre en mars 1940, donc il n'y a rien de particulier à signaler. Ce calme apparent va permettre à Jean de venir voir sa sœur et sa mère à la fin de l'hiver 1939-1940. Et c'est à cette occasion qu'est prise d'ailleurs cette célèbre photo qui, pour la petite histoire, n'était pas appréciée de Jean Moulin, puisqu'il explique que ce n'était pas très brillant pour un virtuose, comme l'était le photographe. Et évidemment, ça, il ne le savait. Laure ne l'oubliera quelques années plus tard, quand il faudra utiliser une photo pour commémorer la vie de son frère. Alors, paradoxalement, on peut dire que leur activité dans la résistance, en tout cas une activité clandestine, va commencer alors que la France n'a pas encore été vaincue. On se situe à la fin mai 1940, et Jean écrit une lettre à sa sœur pour lui expliquer qu'il aimerait acheter une petite bergerie des Alpilles près de Saint-Andiol pour y héberger des réfugiés républicains et espagnols. Donc il a cette volonté-là des républicains espagnols, mais aussi des réfugiés français. Mais pour ce qui concerne les Espagnols, sur un plan légal, ils se mettaient un peu en porte-à-faux de ce qui était autorisé. Et pourtant, sa sœur va le faire, évidemment, complice de toujours, et c'est elle qui va le représenter chez le notaire d'Orgon en novembre 1940. Mais avant ça, beaucoup de choses se seront passées. Le bas de Jean Moulin aura son importance également dans la résistance, mais ce qui va se passer, Laure l'apprendra un peu plus tard. Le 17 juin 1940, Jean Moulin fait partie des rares, c'est même le seul préfet à être resté en poste, à être resté face à l'avancée allemande. L'ensemble des autorités, ou la quasi-totalité des militaires, des gendarmes, des personnels municipaux, tout le monde a fui, mais lui est resté avec une poignée de fidèles, et il voit arriver les Allemands le 17 juin 1940. Et là, les Allemands exigent de lui qu'il signe un protocole en vertu duquel des tirailleurs sénégalais de l'armée française auraient massacré des civils. Et ça, il le refuse. Il le refuse d'autant plus que c'est faux, et il constate sur le lieu du massacre que les victimes ont été tuées par des bombardements. Donc, hors de question pour lui de salir l'honneur de l'armée française et de ses soldats, et donc, il est molesté
violenté, torturé pendant 5 à 6 heures pour signer ce document. Et il le refuse. Il refuse de signer et il est jeté dans un cachot. Et là, en se disant qu'il risquerait de céder si cette torture recommençait, il se saisit d'un bris de verre qui est au sol, c'est une cellule improvisée, c'est pas une vraie prison, et il se tranche la gorge. Alors, quand les Allemands viennent le récupérer, c'est la panique, puisque c'est quand même le représentant du gouvernement français. L'armée allemande avait eu des consignes de son état-major, il fallait être correct, éviter les bavures, et là, ben, c'en était une belle. Alors le chef de la garnison, un haut gradé prussien, probablement anti-nazi, a appris que ses subordonnés avaient fait du zèle, et donc il s'est confondu en excuses auprès de Moulin, auprès duquel également il avait dépêché son médecin personnel pour le faire soigner. Alors l'entaille est spectaculaire, mais pas si profonde, et Jean Moulin s'en tire. Mais pendant un certain laps de temps, Laure n'a pas de nouvelles de son frère. Elle ignore ce qu'il est devenu, elle sait que Chartres est tombé, mais pas plus. Et à la fin du mois de juin, elle reçoit un courrier qui lui vient par voie parallèle, pas par la poste, évidemment les liaisons postales étaient interrompues. Et là, elle apprend que son frère est passé près de la mort et il doit se remettre. Et c'est assez troublant de constater qu'elle va être la première à le pousser à rejoindre l'Angleterre. C'est une lettre qu'on a retrouvée dans ses archives, qui est écrite à Jean, et ce conseil-là, elle va le lui donner de manière codée, évidemment. Elle lui écrit « Mon cher Jean, pour te rétablir, il faut que tu partes sur cette plage où on était l'été précédent, et là tu seras bien. » Or, cette plage où ils étaient l'été précédent, c'est une plage de Grande-Bretagne, puisque leur dernier voyage effectué ensemble, à l'été 1939, c'était en Grande-Bretagne. Et lui, Jean, a d'autres idées en tête. D'abord, continuer à faire son travail, ce qui fait de lui un préfet non pas de Vichy, mais un préfet sous Vichy, puisqu'il va refuser d'appliquer la plupart des lois du nouveau régime qui s'est mis en place en juillet 1940. Il va refuser de recenser, par exemple, les citoyens juifs, comme lui intime le décret d'octobre 1940 sur le statut des juifs. Et il va également proposer, pour des décorations, des élus de son département qui sont non seulement marqués républicains et à gauche, mais qui sont pour la plupart des francs-maçons. Et ça, pour le régime, c'est juste inacceptable. Et Jean Moulin va être mis en disponibilité en novembre 1940 et il n'exercera plus les fonctions de préfet. Il continue à correspondre avec sa sœur. Mais là, les lettres prennent un autre ton. Alors, je vous donne un exemple de ce courrier-là. Mais tout c'était comme ceci. Il écrit à sa sœur « Chère Lucie ». Lucie, c'est le deuxième prénom de Laure. Et donc, étant donné le contenu de ce courrier, il vaut mieux frayer un petit peu. Ils se connaissent très bien, ils ont des références communes, ils savent exactement quand l'un fait allusion à quelque chose, de quoi il s'agit. Et là, on le voit dans cette lettre, qui est assez représentative de tout ce qu'ils pouvaient échanger à l'époque. Un courrier qui commence par, on peut le dire, des platitudes. Jean Moulin parle de la météo, des paysages magnifiques. Pourquoi ces platitudes? D'abord pour désamorcer la suspicion des contrôleurs postaux, puisqu'il y avait l'administration du contrôle postal qui interceptait un maximum de courriers, et plus encore ceux des personnalités jugées suspectes, comme Jean Moulin. Et il signe ces lettres du nom de Joseph. Joseph, ce frère mort, dont il n'aura jamais vraiment fait le deuil, et qu'il ressuscite ici dans la clandestinité. Alors pour Laure, ça a été, elle le dira plus tard, un choc de recevoir une lettre signée Joseph, et elle reconnaît bien pourtant l'écriture de son frère. Alors il y a cette complicité qui, cette fois, prend un tour particulier, puisqu'ils deviennent tous deux des hors-la-loi. Jean Moulin n'a qu'un but, c'est quitter la France. En novembre 1940, il est donc révoqué, mis à pied par le régime de Vichy, et il souhaite rejoindre les États-Unis où Pierre Cot s'est réfugié. Pierre Cot aurait voulu s'associer au général de Gaulle, se mettre à son service, mais de Gaulle ne voulait pas de Cot. Trop marqué Front populaire à ses yeux. Et donc Cot part aux États-Unis et il arrange la venue de Jean.
Mais Laure lui dit non. Cette anglophile de toujours, hein, Laure est une ardente anglophile. Pour elle, les seuls qui continueront le combat, ce sont les Anglais, et c'est précisément ce qui se passe. Il doit gagner l'Angleterre. Et pour ce faire, Jean, pour quitter le territoire, en tout cas, Jean a besoin de faux papiers. Il a besoin de documents, il a besoin de visas. Et ça, on le trouve en se mettant en contact avec des milieux interlopes, des milieux clandestins, des milieux plus ou moins criminels, et aussi des milieux, évidemment, résistants. Et en rencontrant ces pionniers de la lutte clandestine, il faut bien se situer, fin novembre 1940, l'Allemagne triomphe, le Reich triomphe partout, il paraît inarrêtable, et seuls les Britanniques continuent le combat. Pour Laure, c'est pourtant en Angleterre qu'il faut aller, et Jean se rend compte que, en effet, les réseaux qui s'organisent, les mouvements qui s'organisent en France, ceux qu'il rencontre, il rencontre les premiers chefs de la résistance, Henri Freinet par exemple, Jean-Pierre Lévy, Emmanuel Dastier de la Vigerie. Ces pionniers de la lutte ont besoin de moyens, ils ont besoin d'argent, mais surtout ils ont besoin du contact avec Londres, avec ce pays dont la radio, la BBC, fait office d'onde d'espoir. Et Laure va donc préparer ce voyage en Angleterre aux côtés de son frère. Et en octobre 1941, et ça a pris du temps, il prend un train qui va le conduire jusqu'à la frontière espagnole, et de là, il passera au Portugal, et il rejoindra l'Angleterre, le Royaume-Uni. Laure est informé de chacune de ces étapes, du moins quand c'est possible, puisqu'ils ont convenu des codes. Quand il passe la frontière espagnole, il fait poster un télégramme sous un faux nom à Lucie, toujours, et il informe que tout va bien, Joseph va bien, c'est le message qui apparaît à la gare d'Avignon. Et quand il arrive en Angleterre, et qu'il est très vite pris au sérieux par les services secrets anglais, qui n'avaient jamais vu de préfet venir en Angleterre, et un préfet qui en plus a effectué un inventaire des ressources de la clandestinité, un inventaire des premières organisations résistantes. Et donc, les services secrets anglais veulent récupérer Jean Moulin, et les gaullistes également. Mais Jean Moulin, lui, il a une première mission, c'est rassurer sa sœur et sa mère. Et c'est ainsi qu'il fait passer, par le biais des messages personnels de la BBC, un message: Henri Delacour se porte bien. Et Laure savait ce que ça voulait dire. Cela voulait dire que Henri Delacour était arrivé, donc que son frère était arrivé en Angleterre. Alors elle s'inquiète énormément, encore une fois, quant à son retour. Quand est-ce qu'il va revenir? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Elle sait qu'a priori, il devrait revenir par avion. Elle en fait même un rêve. Parfois, on pourrait croire qu'elle avait une sorte de préscience assez incroyable, puisqu'elle dit avoir rêvé du retour de son frère la veille de ce retour effectif. Et en effet, le 2 janvier 1942, Jean Moulin est parachuté à côté, pas très loin de son Mazet des Gallières, et assez vite, il rejoint Montpellier, où il retrouve sa sœur. Et là, il lui montre un document capital, le document qui est sur microfilm, à ce moment-là, qui est l'ordre de mission de Jean Moulin, de la mission Rex, qui consiste à unifier la résistance et à la doter d'organismes efficaces, d'un fonctionnement qui lui permettra de lutter de manière coordonnée dans le sud de la France, pour commencer, puisque seule la zone sud pour l'instant est non occupée, avant de s'étendre vers le nord. Ce qui montre que très vite, Laure Moulin est dans le sein des saints. Elle connaît les secrets les plus importants de la résistance. Et elle les connaît d'autant mieux que c'est elle qui va coder et décoder les messages qui vont être adressés à Londres. Alors pour cela, il y a une grille, c'est un document utilisé par Laure Moulin, qui est un document de sa main, une grille de codage construite à partir d'un vers du poète Tristan Corbière, poète que Laure et son frère aimaient par-dessus tout, et qui permettait donc de coder et de décoder des messages. Alors c'était extrêmement compliqué, extrêmement laborieux. Et Jean, qui a cette mission-là de rassembler la résistance, vient à Montpellier toutes les semaines, dans la maison familiale, ou à Saint-Andiol, ça alterne, et il confie alors ces messages qu'elle doit coder et décoder. Et elle fait ça des nuits entières, le vendredi soir, le samedi soir, et parfois le dimanche aussi, jusqu'au petit matin, avant d'aller enseigner, avant d'aller donner ses cours. Et ce faisant, elle devient codeuse et décodeuse, et donc elle prend des risques considérables, même si
dans un premier temps, ces risques-là, elle les prend depuis chez elle. Mais elle va aller au-delà. Elle va transporter des messages, elle va accomplir donc, le rôle d'agent de liaison, elle va transporter des armes, elle va transporter aussi une valise radio. Et je peux vous dire que transporter une valise radio britannique, un émetteur britannique dans la France de Vichy, et puis après 1942, quand l'ensemble du territoire est occupé sous la menace de la répression allemande, c'était quelque chose. Laure va accomplir plusieurs missions comme ça, des missions qui vont la conduire par exemple à retrouver un opérateur radio qui a été perdu lors d'un parachutage, on ne sait pas où il est. Il faut absolument le retrouver puisque Jean n'a que 2 opérateurs radio et s'il en perd un, il est forcément limité dans sa capacité de communication. Et elle va parvenir, encore une fois, à mener à bien cette mission. Elle va cacher des documents, elle va notamment les dissimuler dans le mur du cimetière familial à Saint-Andiol, et elle va même parfois aller au-delà de ce que lui demande son frère, puisque son frère exige que Laure soit exclusivement à son service. Mais elle, il peut lui arriver d'être sollicitée. Et ça, je l'ai appris un peu par hasard, après la sortie de mon livre. J'ai été contacté par une dame qui avait été l'élève de Laure Moulin en 1942 et 1943. Cette dame s'appelait Renée Polch, puisque malheureusement elle nous a quittés depuis. Et là, elle m'a raconté qu'elle a vu Laure Moulin accueillir dans sa classe une jeune fille dont le nom n'était pas prononcé pendant l'appel, une jeune fille qui n'avait pas d'existence légale dans le lycée de jeunes filles de Montpellier. Cette jeune fille s'appelait Elisabeth. Et sa table, son bureau, était dissimulé des regards des personnes qui pouvaient passer à l'extérieur de cette classe. Et en fait, Renée Polch, qui est devenue amie avec Elisabeth, apprendra qu'en fait, c'était une jeune fille juive qui se cachait à Montpellier et qui devait rejoindre Nice quelques jours, enfin, quand elle a confié ça à Renée, Elisabeth lui a dit « je vais bientôt partir pour Nice ». Et manifestement, Laure faisait partie donc d'une filière d'évasion, mais qui ne négligeait pas pour autant l'instruction de ces réfugiés, de ces personnes qui étaient traquées. Et donc, Laure Moulin va participer à cette activité, là encore risquée, et elle n'en a jamais rien dit à son frère. Parce que la seule fois où elle s'est mise dans la tête de distribuer des journaux clandestins, il a rabroué très sévèrement en lui disant « Tu ne peux pas faire ça, si tu te fais arrêter, qu'il y a une perquisition chez nous, c'est la catastrophe, donc tu ne fais que du travail pour moi. » Et la famille se retrouve à intervalles réguliers. Là, ici, on voit la dernière photo de famille. Sur laquelle Jean paraît bien vieilli, comparativement à la photo la plus célèbre, celle que vous connaissez tous, puisque celle-ci date en fait d'avril 1942. Ce n'est pas la dernière fois que la famille se voit, mais c'est la dernière photo. Et Laure est ici, à côté. Elle aussi est un peu plus marquée, mais elle était plus âgée. Et ses petites cousines, André et Suzanne, que j'ai eu la chance de bien connaître, qui m'ont raconté énormément d'anecdotes. La famille se retrouve, le frère et la sœur se ressourcent, ils partagent, ils échangent leur point de vue sur la suite de la guerre, par exemple sur le général de Gaulle. Et leur idée est que c'est l'homme idéal à ce moment-là pour mener cette action de coordonnée. D'autant plus que cet homme, précisément au moment où Jean était à Londres, en novembre 1941, le général de Gaulle a fait la promesse de rétablir la République. Donc il n'y avait plus aucune raison de se méfier d'un général d'origine monarchiste, royaliste, et qui a été longtemps célébré par l'Action française. Il a indubitablement évolué dans sa trajectoire. Et Laure ne cesse de se morfondre quand son frère est à Lyon, puis à Paris, et qu'il organise la résistance, qu'il crée cet état clandestin qui est unique dans l'histoire des résistances européennes. Jean montre ces structures d'un service d'information et de presse, l'armée secrète, l'unification des mouvements de résistance militaire, des services d'espionnage, d'évasion, de faux papiers, etc. etc. Elle sait tout ça, en tout cas, elle en a une vue assez précise, et forcément, elle s'inquiète, à tel point que la dernière fois qu'elle le voit, qu'elle le retrouve à Saint-Andiol, en mars 1943, son
son frère lui dit « Je suis en train de faire quelque chose de très important ». Et de fait, il va créer le Conseil national de la résistance. Et il lui dit « Après ça, il faudra que je me mette au vert. Et si tu n'as plus de nouvelles de moi, n'essaie pas d'en avoir, c'est trop risqué. » Et elle écrira « Je l'ai accompagné jusqu'à la porte, je l'ai embrassé avec plus d'émotion que d'habitude, je le suivis des yeux sur la route droite et déserte, sa silhouette devint incertaine et s'effaça, je rentrai le cœur gros. » Elle pensait que c'était la dernière fois qu'elle voyait son frère, et c'est effectivement le cas. Puisque mi-juillet 1943, un homme vient la voir. Cet homme, c'est le commissaire Charles Porte, qui était le garde du corps de Jean Moulin, et il vient lui apprendre l'arrestation de son frère. Cette arrestation est survenue quelques semaines auparavant, à Caluire-et-Cuire, le 21 juin 1943. Cette réunion à Caluire rassemblait les plus importants dirigeants de la résistance, et Jean a été raflé avec eux. Et à ce moment-là, il est déjà mort. Mais ça, Laure l'ignore, elle ne le sait pas, on ne lui dit pas. Parce que les proches compagnons de son frère redoutent ses réactions. Ils se demandent si cette femme ne va pas perdre la raison et les exposer en entamant des démarches. Mais pour elle, évidemment, il en est hors de question. Et même si elle a appris que son frère a été arrêté, elle ne bouge pas et elle attend de voir. Mais très vite, d'autres nouvelles gravissimes lui parviennent et le bruit de sa mort commence à résonner dans son entourage, parmi ses résistants qui finissent par le lui dire. Et là, on lui dit aussi que Jean a été identifié. Donc ce n'est pas Jacques Martel ou Joseph ou n'importe laquelle de ces identités sous laquelle il aurait été arrêté. Cette fois, il a été arrêté et identifié. Donc sa sœur Laure peut se rendre, si elle le souhaite, à la Gestapo pour demander des nouvelles, pour demander ce qu'il en est. Et c'est précisément ce qu'elle va faire. D'abord à Montpellier, puis très vite à Paris, où elle va avenue Foch, avenue qu'on avait rebaptisée avenue de la Gestapo, puisque l'ensemble de l'avenue Foch quasiment avait été réquisitionné par les services de la Gestapo. Elle se rend sur place, et on peut le dire, elle prend quand même un certain risque, parce qu'elle en sait énormément. Mais elle veut à tout prix savoir ce qui est devenu son frère. Et comment il est mort, s'il est vraiment mort. Et elle se rend, c'est un hasard étonnant, puisqu'il y a des dizaines de bâtiments réquisitionnés par la Gestapo, et elle va se rendre précisément dans l'immeuble dans lequel son frère a été torturé. Alors il a été torturé à Paris, arrêté à Lyon, puis ensuite transféré à Paris, et il est mort dans le train qui le conduisait à Berlin le 8 juillet 1943. Il a rendu son dernier souffle dans un wagon. Mais ça, Laure, encore une fois, elle l'ignore, et on lui dit que son frère a eu une crise cardiaque. Et ça, elle ne peut l'accepter. Elle se dit, mais mon frère n'était pas cardiaque, pourquoi est-ce qu'il aurait eu une crise cardiaque? Elle se doute bien qu'il a été torturé, mais impossible de le constater de visu, puisqu'on lui dit aussi que son frère a été, je cite, brûlé. Et là, pour elle, c'est un choc énorme. C'est un tel choc qu'elle refuse de l'admettre. Et entre la fin 1943 et mai 1944, quand un soldat allemand vient la trouver chez elle pour lui donner un faire-part de décès, plutôt une attestation de décès, pardon, elle refuse là encore d'y croire. Elle regarde cette attestation et elle constate qu'il y a des fautes, qu'il y a des erreurs de date, sur la date de naissance de son frère, sur le nom de jeune fille de sa mère. Donc elle se dit, ça doit être un faux, c'est une intox. Et elle va commencer une enquête qui débute à l'été 1944, une enquête dans laquelle elle va être secondée par Antoinette Saxe. Alors là, je vous lis juste un extrait d'une lettre qu'elle a écrite à Antoinette Saxe. Il y en a des centaines, et j'ai eu la chance de pouvoir toutes les consulter. Et ces deux femmes, Antoinette Saxe, qui était l'amante de Jean Moulin, sa dernière amante, et Laure vont former une sorte de duo d'enquêtrices qui vont, elles, essayer de savoir ce qui s'est passé. Et très vite, à ce moment-là, émerge une théorie, c'est que Jean Moulin a été trahi par un suspect, René Hardy, qui n'était pas convié à la réunion de Caluire et qui s'est échappé au moment de la rafle dans des circonstances particulièrement troubles. Et il va s'avérer que plusieurs témoignages, plusieurs documents collectés par Laure et Antoinette vont accréditer cette thèse. Mais dans l'immédiat, elle veut encore croire
la survie de son frère. Elle veut croire que son frère a été déporté à l'Est, comme tant d'autres, comme tant de résistants expédiés dans des camps, dans le cadre du programme Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Et alors on a un petit aperçu de son état d'esprit. En 1945, par exemple, elle y croyait encore, et elle dit « Je suis bien triste en ce moment, et cependant je me révolte à la pensée que tout peut être fini, que cette intelligence profonde et nuancée, cet homme dans la force de l'âge, si bien vivant, si gamin parfois, si délicat, si artiste, ce courage, cette droiture, cet héroïsme, tout cela n'est plus que cendre. » Par moments, elle l'accepte et puis elle se révolte. Dès qu'une piste émerge, et il y en a eu beaucoup, je détaille cette enquête pleine de fausses pistes, d'indices, de faux espoirs, elle refuse également de le dire à sa mère. Blanche Moulin, qui est perdue de chagrin, qui n'espère qu'une chose, c'est revoir son fils, elle refuse de confier l'avancée de son enquête à sa mère. Et pourtant, il va falloir le lui annoncer, puisqu'elle va mettre la main sur des documents décisifs au fil de son enquête. D'abord, le registre des décès de la ville de Metz qui à l'époque était une ville annexée par le Reich. Et là, il y a quand même des éléments tout à fait clairs, et surtout pourquoi l'administration allemande à Metz aurait produit un faux. Et ensuite, surtout, ce petit papier qui retrace l'itinéraire suivi par l'urne, la case numéro 3857, cette urne qui renferme les cendres de Jean Moulin en provenance qui reposait à l'époque au cimetière parisien de l'Est. Donc c'était le Père Lachaise en fait. Et donc là, une fois que ces documents-là sont à ses dispositions, il n'est plus possible de refuser l'évidence, d'autant qu'elle a eu aussi accès aux témoignages de traducteurs, d'infirmiers allemands, d'ambulanciers qui l'ont convoyé dans le wagon dans lequel il rendra son dernier souffle. Et là encore, ces hommes font état d'un homme extrêmement faible à l'article de la mort et qui a subi de terribles tortures. Alors maintenant, Laure n'a plus qu'un objectif, et ce sera un des deux derniers, on va dire, moments les plus éprouvants de son existence, c'est cette soif de justice. Elle veut que le coupable soit condamné. Le problème, c'est que René Hardy jouit de protection assez incroyable. Il est très proche d'un ministre, Henri Freinet, qui est devenu ministre des prisonniers, et il a également d'anciens camarades du mouvement combat qui sont à des postes ministériels, comme Tetjen, Pierre-Henri Tetjen, qui est ministre de la Justice, et là elle va se rendre compte que des manœuvres sont effectuées pour éviter que Hardy ne comparaisse trop vite. Alors qu'il a été finalement arrêté, parce que des preuves se sont accumulées, il a été arrêté en 1945, son procès n'aura pas lieu avant 1947, avant septembre, si je me souviens bien, 1947. Et il faut savoir que l'épuration en 1947 n'est plus la même qu'en 1944-45. À une époque où tout suspect de trahison et parfois même une poignée d'innocents ont pu faire les frais d'une épuration, en 1947 c'est plus la même chose. D'autant plus que la guerre froide a commencé, que Hardy est attaqué par la presse communiste, et donc ceux qui veulent s'opposer aux communistes prennent fait et cause pour René Hardy. Mais plus encore, en termes d'injustice, ce qui choque, ce sont les manœuvres que j'ai pu découvrir en plongeant dans les archives du procès. C'est, par exemple, l'exécution de traîtres avérés qui auraient pu témoigner de la trahison de Hardy, qu'il avait d'ailleurs déjà fait dans des dépositions. Mais ces hommes-là, qui ont été condamnés à mort, vont être exécutés alors qu'ils auraient dû comparaître dans le procès de René Hardy. Il y a des documents qui sont évacués du dossier. Le rapport Flora, notamment, un rapport allemand qui mentionne en toutes lettres l'action menée par René Hardy comme contre-agent grâce auquel la Gestapo a pu se saisir de Max, Rex, Jean Moulin. Donc des pièces essentielles au procès ne sont pas versées à l'instruction. Et il en sortira un acquittement au bénéfice du doute pour René Hardy, qui bénéficie d'ailleurs de 18 témoignages qui consolident son alibi et qui permettent de laisser croire que Hardy n'a jamais été arrêté par les Allemands
et que pendant la période où il était censé avoir été vu par d'autres dans les locaux de la Gestapo, 18 autres résistants les plus respectables l'auraient vu. Alors Laure est évidemment effondrée. Pour elle, c'est un drame inacceptable. Elle qui a combattu pour la justice, pour le rétablissement de la République, c'est inconcevable. Mais très vite, elle reprend espoir, puisque d'autres preuves viennent attester de la trahison de René Hardy, du moins ce qu'elle croit, elle, à ce moment-là. Je suis obligé de prendre des précautions, parce que la chose jugée est telle qu'on ne peut pas dire que René Hardy a trahi Jean Moulin. Mais on peut dire qu'il y a de très nombreux indices et que la procédure a été tout sauf régulière. Et Laure est tellement scandalisée qu'elle écrit au président du Conseil, Georges Bidault qui a été le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance. Et elle continue à se battre avec Antoinette pour de nouveau trouver des témoignages, trouver des preuves, même si la DGER, la Direction Générale en tout cas des services du renseignement extérieur, travaille sur cette enquête, si la Sûreté également enquête, elle estime que ça ne va pas assez vite. Et en 1950, le deuxième procès de René Hardy peut enfin se tenir, mais cette fois c'est un procès devant un tribunal militaire. Donc il y a des petites différences qui seront capitales. Mais là encore, il y a des irrégularités scandaleuses. L'adjoint de Klaus Barbie, qui a été arrêté, Barbie, lui, est libre. Il est en Allemagne et il travaille pour les services secrets américains. Ça, Laure le sait aussi et elle est révoltée, évidemment. Mais l'adjoint de Barbie, qui s'appelle Harry Steingrit, a témoigné dans sa déposition de la responsabilité de René Hardy dans l'arrestation de Jean Moulin. Et ça, on l'a appris quelques décennies plus tard par l'intermédiaire de l'avocat de Steingrit. Cet avocat va négocier un accord avec des représentants du gouvernement qui vont tout simplement demander la rétractation des aveux livrés par Steingrit en échange de sa liberté. Il faut savoir que Steingrit était condamné à mort. Et en plein procès, Steingrit se rétracte et dit « Si j'ai accusé René Hardy, c'est parce que j'ai été menacé par les policiers français et il n'a rien à voir là-dedans. » Et 6 mois plus tard, Steingrit était libre. Donc c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut appeler des parodies de procès, une mascarade de justice qui, évidemment, ont considérablement meurtri Laure Moulin. C'est visible à la fois dans sa correspondance, mais aussi dans une sorte de marqueur, ce qu'on peut considérer que ce sont des thermomètres, ces inspections académiques qui notent qu'elle est toujours consciencieuse, compétente, mais malheureusement, et là c'était en 1947, mais il y avait même en 1950, malheureusement les épreuves qu'elle a endurées ont fait que son application n'est peut-être pas aussi poussée qu'autrefois. Il faut dire, et c'est l'autre aspect qui caractérise les 30 dernières années de sa vie, de 1944 à 1974, elle va se consacrer à la mémoire de son frère. Et puisqu'elle n'a pu avoir la justice dans les prétoires, elle va faire en sorte de l'obtenir face à l'histoire. Et à partir de ce moment-là, elle va s'engager en faveur de toutes les commémorations, en faveur de toutes les cérémonies qui vont être données en la mémoire de son frère. Alors là, on la voit en 1945, pour les 2 ans de la création du Conseil national de la Résistance. Elle est à côté du général de Gaulle. Elle est présente là, mais elle est présente à toutes les cérémonies qui ne tardent pas à se multiplier sur tout le territoire. Puisque Lyon va être par exemple la première ville à donner à l'une de ses artères, en l'occurrence un quai, le nom de Jean Moulin. Mais par la suite, bien d'autres vont suivre, avec évidemment le pinacle que constituera l'entrée de Jean Moulin au Panthéon en décembre 1964. Et là encore, cette entrée au Panthéon doit beaucoup à Laure Moulin. Elle était présidente honoraire d'une organisation de résistants, d'anciens résistants, et à ce titre, on peut parler d'un véritable lobbying de sa part, avec le soutien de tous ses camarades et des anciens de la lutte, pour que le Jean Moulin soit le premier résistant à entrer au Panthéon. Et elle l'écrit, le Panthéon consacrera sa gloire. Et pour elle, cette façon de le rendre immortel, cette façon de se rendre dans tous les lieux où il a vécu, ces lieux qui l'honorent, puisque en Savoie, en Bretagne, où il a été sous-préfet, dans la Somme, à Évian, partout,
tous les endroits où il est passé, et même d'autres, voit fleurir des plaques, des statues, des monuments, des stèles en l'honneur de son frère. Et pour elle, c'est aussi une façon de le garder en vie, de rester proche de lui, mais aussi, plus encore, de rétablir la vérité de son martyre et de témoigner en son honneur. Alors au passage, elle s'efface. Son rôle à elle est complètement méconnu. À aucun moment, elle ne veut avoir l'air de se mettre en avant en glorifiant l'action de son frère. Elle ne veut pas que des bribes de gloire ne lui reviennent. Donc, elle ne dit rien sur son propre action, sur son propre rôle. Et elle participe à quantité, donc je l'ai dit, de commémorations, jusqu'à user sa santé, puisqu'elle elle a traversé beaucoup d'épreuves, elle est devenue cardiaque. Là, on la voit avec Jacques Chaban-Delmas à quelques mois de son décès. Jacques Chaban-Delmas a créé une fondation Jean Moulin à Bordeaux, la ville dont il est maire, et évidemment, elle est invitée d'honneur, et en dépit de son âge et de sa fatigue, elle s'y rend. Laure Moulin est une personnalité qui compte extrêmement dans sa ville, à Montpellier, mais aussi dans les milieux de la résistance, dans les milieux aussi des anciens combattants, évidemment. Et cette action lui vaudra d'être décorée en 1954. Elle aura la Légion d'honneur et la Croix de guerre. 10 ans après, elle obtient ces décorations amplement méritées, dans une période où, là encore, elle-même aurait de quoi en vouloir à ceux qui gouvernaient à cette époque. Puisque en 1954, les principaux responsables de l'occupation allemande en France, Auberg et Knoren, deux SS de rang, un général et un colonel, ont été graciés. Leur peine de mort a été commuée en détention à perpétuité. Et Laure commençait à s'agiter un petit peu, et on a l'impression que cette décoration, qui tombe pourquoi 10 ans après, peut-être parce qu'il s'agissait de commémorer une décennie, mais ça tombe aussi après cette autre injustice, cette énième injustice, qui connaîtra son paroxysme en 1961, quand ces deux SS seront libérés au nom de la raison d'État, et surtout au nom de la réconciliation franco-allemande. Ce qui fera s'éloigner Laure du gaullisme pendant un certain temps. Elle garde ses distances avec les représentants du général de Gaulle. Le Panthéon, évidemment, c'est une réconciliation, mais elle n'a pas non plus digéré le sort réservé aux harkis. Et de la même façon qu'elle soutenait les républicains espagnols, elle va soutenir les harkis. Elle va se rendre, là encore, dans des camps, organiser des collectes, rassembler des livres, en fait, tout faire pour que, au moins, dans ce contexte, des républicains sauvent l'honneur. Okay. Alors, Laure, jusqu'à la fin de sa vie, veut se battre pour que l'un des responsables de la mort de son frère soit puni. Cet homme, évidemment, c'est Klaus Barbie. Et en 1972, on apprend qu'il s'est réfugié en Amérique du Sud. Ça s'étale en une de l'Aurore, et là encore, pour elle, c'est juste un scandale absolu. Et elle a dépassé les 80 ans, mais elle court encore une fois les studios de radio, elle est interviewée sur RMC, à l'époque Radio Monte Carlo, comme on disait, elle passe sur la première chaîne, elle s'indigne de cette injustice, et ça va avoir un certain résultat, puisque, après avoir longtemps traîné des pieds, le gouvernement de l'époque, et Georges Pompidou lui-même, va demander qu'une demande d'extradition officielle soit faite pour que Klaus Barbie soit extradé vers la France. Mais ça n'arrivera pas avant 1983. Trop tard pour Laure Moulin, qui, le 31 décembre 1974, rend son dernier souffle à Montpellier. Elle a glissé dans son jardin de Saint-Anviol, et on l'a transportée à l'hôpital. Alors, ça aurait pu être Marseille, étrangement, c'est à Montpellier. C'est à Montpellier qu'elle a été d'abord opérée, mais le cœur n'a pas tenu. Et quand les hommages sont publiés dans la presse, quelque chose est assez marquant, encore une fois, c'est l'absence de reconnaissance de ses activités de résistante. On la cite beaucoup, même tout le temps, comme la gardienne de la mémoire, comme celle qui a fait connaître l'action de son frère. On parle d'elle aussi pour ses actions humanitaires,
ses actions sociales. Elle était très engagée également auprès des personnes âgées. Elle a été élue en 1945 pendant une petite période conseillère municipale à Montpellier, et c'est à ce moment-là qu'elle a embrassé la cause des personnes âgées qui étaient indigentes, délaissées. Et donc on parle de ces engagements-là, mais on ne parle pas de son engagement de résistante. Sauf rares exceptions, souvent la presse de gauche, mais pour ce qui est de la plupart des journaux, c'est oublié. Et on peut dire que cet oubli est assez symptomatique d'un état d'esprit à une certaine époque, un état d'esprit qui a bien changé, puisque, je vais vous donner un chiffre qui est éclairant, il y avait 1038 compagnons de la Libération en France. 1038 compagnons, parmi ceux-ci des villes, de nombreux militaires, mais surtout des hommes, parce que sur ces 1038 compagnons, il n'y avait que 6 femmes. 6 femmes, et dans le lot, il n'y avait pas Laure Moulin. Il y avait une collaboratrice de Jean Moulin, Laure Thibault Bucher, mais pas Laure Moulin. Et de toute façon, elle n'aurait jamais demandé quoi que ce soit pour elle. Et cette injustice, on peut le dire, illustre celle qui a été pendant longtemps réservée à toutes ces femmes de la résistance. Toutes ces femmes sans lesquelles la résistance n'aurait pas non plus pu exister. Ses complices de résistance, ses sœurs, ses épouses, ses parents, ses proches, ses amis, sans lesquels des pans entiers de la lutte clandestine n'auraient pas pu exister et avoir le succès que l'on sait. Mais Laure Moulin incarne cette injustice peut-être avec une certaine grandeur, et surtout avec de façon presque paroxystique, puisque elle porte le nom du plus connu des résistants, mais pourtant, c'est une anonyme parmi d'autres. Je vous remercie. Merci, effectivement. Et bien sûr, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais dire qu'il y a une question qui a été posée par rapport au fait si Jean Moulin aurait eu la même aura sans sa sœur. Et une chose qui est indéniable, à travers ce que vous avez exposé, c'est qu'il n'aurait probablement pas été le même, tout simplement. C'est-à-dire que dans la construction de ce qu'il est devenu, on voit l'importance qu'elle a jouée, qui était vraiment très, très soulignée. Alors évidemment, d'abord, ce qui frappe sur la personnalité de Laure Moulin, c'est cette non-reconnaissance, pour un rôle très important. Non-reconnaissance qui est malheureusement très partagée par de très nombreuses, c'est insuffisant, par un nombre immense de femmes qui sont totalement méconnues, inconnues aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité et qui ont joué des rôles absolument essentiels. Simplement juste un tout petit exemple. Il y a quelques jours a disparu une des plus éminentes chercheuses concernant la trisomie 21. Et je dois dire que, à part quelques entrefilés, non seulement elle avait été ignorée de son vivant et le génie de ses travaux remarquables avait été occulté par un chercheur homme qui s'appelle Jérôme Lejeune, qui ensuite s'est rendu célèbre. Moi, la seule fois où je l'ai vu, il était enchaîné dans le hall de l'hôtel Cadet du Grand Orient de France pour lutter contre l'interruption volontaire de grossesse. Donc, parenthèse refermée, mais donc voilà, et on a comme ça de très 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 nombreux exemples, malheureusement. Et souhaitons qu'avec les changements de paradigme que nous vivons depuis un demi-siècle, auquel évidemment les formations de l'Orient de France a essayé à sa modeste mesure de participer, c'est-à-dire ce lent repli du patriarcat, nous arrivions à rétablir cette justice tout simplement basique, normale. Alors évidemment aussi, quelques éléments qui sont tout à fait frappants, c'est aussi l'importance du père de Jean Moulin pour ses deux enfants. Et le fait
qu'il ait été franc-maçon du Grand Orient de France, évidemment, est pour nous un exemple, un modèle. Vous avez employé plusieurs fois le mot combat républicain, qui était un combattant de la République. Et ce qui, donc, à l'époque, était presque, au début du XXe siècle, un combat essentiel pour notre société, et qui a créé cette fameuse loi de 1905, qui a généré cette loi de 1905, qui est finalement la clé de voûte de notre République et même de notre fonctionnement de notre société, a été élaborée justement par ces républicains ardents qui, à l'époque, se sont vraiment battus, je crois que c'est le seul terme qui peut convenir, pour que notre société soit une société de justice, d'égalité, comme la République l'a projeté. Et c'est tout à fait édifiant quand on vous écoute de voir à quel point il n'a pas été que franc-maçon du Grand Orient de France, enfin moi j'en parle un peu plus, c'est normal, à quel point un franc-maçon du Grand Orient de France peut avoir, à sa modeste mesure, c'est-à-dire à l'échelle d'une vie humaine finalement, une importance colossale. Parce que Jean Moulin, c'est probablement peut-être un des éléments majeurs qui a changé notre destin à tous. Et ça, je pense que chacun, à notre mesure, nous devons le mesurer. De mesurer aujourd'hui, où certes, on n'est pas du tout dans les années 30, contrairement à ce qu'il faut être dit, mais quand même. Vous n'êtes pas du tout dans une région qui est concernée par ces problèmes-là, mais l'extrême droite monte en France. Et donc, il faut quand même que je vous alerte là-dessus. Parce que, même si on est une région préservée, il faut quand même savoir que le risque existe. Et on a pu constater, en plus, il faut toujours présenter un petit peu même les choses les plus graves, on a pu constater en plus, aujourd'hui, à quel point il y a une banalisation de l'extrême droite. C'est-à-dire que on voit une radicalisation du personnel politique au-delà de l'extrême droite. Et on constate que la moitié de la population peut voter dans une élection pour l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'aujourd'hui, la candidate à l'élection présidentielle ne remplissait probablement pas des normes minimales pour exercer la fonction, mais imaginez qu'à sa place, il y ait eu un homme ou une femme qui présente mieux par rapport à ses compétences. Il aurait probablement été élu. Et donc je crois que dans notre pays, avec l'histoire républicaine que porte notre pays, ça doit nous interroger collectivement sur ce qui peut arriver dans les années futures. Alors bien sûr, nous sommes tous particulièrement vigilants, mais vous avez parlé à propos du père de Jean Moulin, qui est un adversaire du boulangisme. Et le boulangisme, c'est un mouvement qui n'est pas très très connu aujourd'hui, qui a pourtant, comme vous l'avez dit, il fallait renverser la République, et qui présente comme particularité d'être un mouvement certes populiste, mais qui montre surtout une convergence d'une certaine partie de la gauche avec les mouvements d'extrême droite. Et ça doit aussi nous faire réfléchir collectivement. Je crois que cette année, au travers de ces universités maçonniques républicaines, où nous avions choisi, en fait, de réfléchir sur les camps d'emprisonnement, de déportation, mais aussi finalement, c'est dans le titre de la conférence d'aujourd'hui, le crime contre l'humanité. Ce qu'on a pu peut-être malheureusement remarquer, c'est d'abord les
Les points communs de tous les lieux que nous avons pu visiter, c'est-à-dire la même perte de sens de l'humain et le manque d'attention à l'autre, c'est-à-dire que l'être humain ne représente plus rien pour d'autres êtres humains. Et ça, c'est terrible. Et puis, la reproductibilité, dans certaines périodes, de comportements qui nous paraissent absolument inimaginables. Et on constate, quand vous citiez René Hardy, qui dans un commentaire qu'il avait voulu couper, disait « bon, il n'y a eu qu'un communiste ». Et c'est terrible. Il envoie un homme à la mort, quelles que soient ses opinions politiques ou leur opposition. Il a trahi, enfin c'est absolument odieux ce qu'il a fait, mais en plus, cet homme ne représente absolument plus rien pour lui en tant qu'être humain. Je pense que c'est cette déshumanisation aussi qui marque presque un fil rouge entre tous les lieux où nous avons pu voir ces crimes contre l'humanité soit se préparer, soit s'exercer. Voilà, c'est sûr que quand on a un tel élément comme point commun au débat que nous avons fait dans ces universités républicaines cette année, ça ne nous incite pas vraiment à l'optimisme. Et je crois qu'il faut que chacune et chacun d'entre nous en mesurions l'importance pour que, par nos réactions individuelles et collectives, tout cela ne puisse pas de nouveau se produire. Je pense que c'est aussi une des missions des francs-maçons et des francs-maçons du Grand Orient de France aujourd'hui, d'agir pour cela. Et moi, je suis très, très heureux et très enrichi ce soir de vous avoir écouté, monsieur, et d'avoir participé à cette université, dont je remercie aussi Dominique Palou, qui en est l'organisateur, et merci bien sûr à la loge de Clermont-Lérault, plus exactement de Villeneuve, que j'ai pu visiter dans cette magnifique cité avec beaucoup d'émotion. Voilà, merci à tous.